pour répondre à toutes ces interrogations. Et nous allons démarrer cette table ronde sur le premier sujet qui fâche, enfin du moins qui, je parle pour moi, fâche certains d'entre nous, qui est celle de la poursuite des apologies du terrorisme, dont on vous a dit ce matin, car Basile Adair a insisté sur votre présence pour écouter Frédéric Gras, dont on nous a dit que la loi du 13 novembre 2014 avait exfiltré de la loi de 1881 un certain nombre de dispositions pour les placer dans le code pénal, et notamment des dispositions relatives aux délits tendant à provoquer directement à des actes de terrorisme ou à faire publiquement l'apologie de ces actes. Donc vous vous rappelez depuis un an les écrits de la Commission consultative nationale des droits de l'homme qui, dans un avis de septembre 2014, n'avait pas mâché ses mots sur ses réserves sur cette exfiltration. Il faut ajouter, on l'a évoqué ce matin, quelques premières décisions rendues par les tribunaux qui, pour le moins, n'ont pas été extrêmement convaincantes. Il me semble que le bilan me paraît mitigé, que d'autres solutions auraient pu être trouvées. Mais c'est ce que va nous expliquer Frédéric Gras dans une perspective historique, parce qu'il en a le talent, et qui va sans doute nous permettre de prendre du recul et de la hauteur nécessaire sur cette question hautement sensible. Merci. En début de propos, je voudrais rappeler une petite citation de Charles Benoît qui disait la chose suivante. Il était député de la Seine en 1902, de 1902 à 1919. Il a été promoteur du Code du travail, ce fameux texte que l'on voue régulièrement aux Gémonies. Et voilà ce que nous disait ce député Charles Benoît. Je pense que sur l'inflation législative, cela mérite de réfléchir. Encore faut-il convenir que ne rien faire n'est pas toujours en vérité ne faire rien. Et que c'est déjà beaucoup que de ne pas faire de sottises. Et lorsqu'on examine les dispositions légales, on l'a vu ce matin avec une multitude de modifications législatives qui renvoient à des alinéas dont on ne comprend plus rien, même les spécialistes de la matière, on s'aperçoit que finalement l'intervention du législateur aurait bien souvent à gagner à relire donc ces écrits de Charles Benoît. Pourquoi ? Parce que l'histoire du droit de la place permet de constater finalement qu'après une période d'affirmation du principe de liberté, le droit législatif, et je ne parle que du droit législatif, le droit prétorien est heureusement plus salvateur. Mais le droit législatif est depuis plus d'un siècle sur un mode régressif ayant débuté avec les fameuses lois scélérates de 1893-1894. L'expression n'est pas de moi, mais de Francis de Pressensé, un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. Et il était accompagné dans cette œuvre d'un jeune conseiller d'État qui était Léon Blum. Depuis donc, ces lois scélérates de 1893-1894, on voit petit à petit, finalement, une sorte de décadence des principes fondamentaux du droit de la presse. Et c'est ce qui est étonnant, c'est que, paradoxalement, alors même qu'on invoque de plus en plus ce principe de liberté, ce principe républicain, que l'on nous rappelle régulièrement que les principes fondamentaux de la Troisième République font partie de notre ordre constitutionnel, on vide finalement de sa substance une loi qui avait été voulue par ces républicains de la Troisième République qui avaient quand même eu le mérite de connaître l'Empire et pour certains d'entre eux qui avaient eu également le mérite de connaître la Restauration, qui ne voulaient pas justement d'un ordre public qui est par définition amputant de cette liberté d'expression. Or, on constate qu'aujourd'hui, malgré cette invocation incantatoire de la République et des grands principes fondamentaux de la République, eh bien, on vide peu à peu ce principe de liberté qui avait été voulu par le législateur de 1881 et par ses ancêtres républicains. Alors, l'apothéose, c'est véritablement en 2014. Alors là, en 2014, le législateur a vraiment fait très fort. On n'avait jamais fait mieux jusqu'à présent, sauf sous le Second Empire. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, ils ont vraiment beaucoup de mérite. C'est pas nouveau et à vrai dire, on ne peut pas jeter la pierre uniquement aux législateurs français puisque la tendance est un peu mondiale. Lorsqu'on regarde les résolutions du Conseil de sécurité de 2006 sur l'interdiction de l'incitation à commettre des actes terroristes, on constate cette même tendance. La Convention de Varsovie pour la prévention du terrorisme qui a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe,
on constate également cette même tendance en 2005. Donc le mouvement est mondial et pour reprendre la doctrine belge, on s'aperçoit que, je cite, la pénalisation du terrorisme tend désormais à embrasser la parole considérée comme terroriste en elle-même. Vous retrouverez toutes les références de ces citations dans l'article qui viendra à apparaître. Et le phénomène n'est pas nouveau, à vrai dire, parce que lorsqu'on regarde ces fameuses lois scélérates de 1894, on a un commentaire de l'époque, un commentaire qui est fait par un magistrat à la Cour d'appel de Toulouse, qui répond au doux nom de Polydore Fabreguet. C'est l'ancêtre, en fait, je dirais, du Code Barbier et du Le Poitvin. Il y a le Poitvin, après il y a Polydore Fabreguet, et puis avant Polydore, il y a Chassan. Bon, alors Polydore Fabreguet, qu'est-ce qu'il nous dit en 1894-1895? Il commente ces lois qui viennent donc limiter la liberté de la presse, qui a été proclamée en 1881 et dit 1894, on commence à limiter la liberté de la presse. Il nous dit la chose suivante, je le cite, dans son ouvrage de la complicité intellectuelle et des délits d'opinion. Le président Fabreguet dit « La tendance de l'idée, c'est sa réalisation même ». Et ça l'amène à rendre cet avis sur cet ouvrage « Crime et châtiment » de Dostoïevski. Je le cite, pour ne pas trahir sa pensée, « Jamais personne n'a été préservé des séductions des vices par leur peinture. Le livre de Dostoïevski est un manuel admirable de l'assassinat. Quelle que soit l'intention de leurs auteurs, il existe ainsi des livres criminels et pervers qui tuent aussi sûrement qu'un poignard, dès lors que leurs pages jettent un germe dans certains cerveaux. » Et il conclut « Le mal dont nous souffrons est dû en majeure partie à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. » Voilà, c'est ce qu'on écrit en 1894. Vous voyez que le débat, finalement, n'est pas nouveau et qu'on peut recycler aisément la doctrine. Suivant cette volonté de prévention et de préservation sociale, le législateur va donc vider peu à peu la loi de 1881 de ses principes. Et aujourd'hui, lorsqu'on examine les dispositions légales, on s'aperçoit que le droit positif actuel est finalement plus proche du règne de Charles X et du Second Empire que des principes fondateurs de la loi de 1881 et donc de la Troisième République. Alors voyons dans un premier temps très rapidement la liberté conquise par le législateur de 1881. Il faut voir que ça nous permettra de mettre en perspective ce que l'on a à l'heure actuelle et ce que l'on avait auparavant. Le régime napoléonien, le premier, Napoléon Ier, on a l'article 102 du Code pénal qui vient uniquement réprimer l'excitation directe à des crimes et des délits. Donc, excitation directe. Ça, c'est la législation napoléonienne. Passe Napoléon, vient Louis XVIII, loi du 17 mai 1819. Là, on vient viser la provocation, mais sans la caractériser. Donc, on a une loi spéciale qui déroge au Code pénal, et on va réprimer la provocation, même indirecte. Observation de notre confrère Georges Barbier, l'ancêtre du juriste classeur communication. Il conclut la chose suivante. La porte était ouverte au plus détestable procès de tendance, car cela permettait, je le cite, l'ingénieux acharnement de l'esprit d'analyse. On verra que cet esprit d'analyse a pu s'exprimer dans certaines décisions. Je pense notamment à une décision de mars 2015 de la Cour de cassation sur l'affaire du t-shirt djihad. Et puis la décision du tribunal correctionnel, non pas la 17e chambre, mais la 16e, puisque nous avons un délit qui est passé dans le droit commun sur l'affaire Dieudonné. Cette loi de 1819, elle va être remplacée par une loi de 1835 qui, elle, va venir réprimer l'apologie de tout fait qualifié crime ou délit par la loi pénale. Donc, dès lors qu'on viendra faire l'apologie d'un crime ou d'un délit, on va être sanctionné. Et cette loi de 1835, qui était considérée par Adolphe Crémieux, ancien ministre de la Justice et confrère de l'une des hontes de la législation réactionnaire du dernier règne, sera abrogée, puis réintroduit dans sa substance par le Second Empire, qui, lui, répond finalement à la préoccupation de notre confrère Jakubowicz, puisque le Second Empire avait décidé que les infractions de presse seraient poursuivies avec une prescription de 3 ans, donc délai de droit commun. Et tout ça va être balayé par le législateur de 1881, qui, lui, va dire prescription de 3 mois, et on va limiter uniquement cette répression du discours à 4 types d'infractions de provocation. La provocation publique directe, et il faut qu'elle soit directe. La provocation publique directe
non suivi des faits pour uniquement certains crimes, les cris et chants séditieux, sans que l'on définisse ce qu'étaient les cris et chants séditieux, et puis également la provocation des militaires à désobéissance. Ce qu'il faut retenir, et on l'oublie souvent, c'est que cette loi de 1881 pose comme principe que le provocateur aux crimes et délits va bénéficier des règles du procès de presse. C'est-à-dire qu'il va relever de la cour d'assises. Précisément parce que, et on l'oublie aujourd'hui beaucoup, depuis 1944, puisque c'est la date de sa disparition, le procès de presse, à l'origine, est un procès d'assises. C'est un procès où le jury a sa place. Et pourquoi est-ce que le jury a sa place? Précisément parce que l'on souhaite que l'opinion publique soit dans le prétoire. Et on considère que seule l'opinion publique peut juger des délits de presse et qu'il est important que ce ne soit pas des magistrats qui le fassent. Je cite sur ce point un ouvrage d'Albert Gilles qui était consacré à la presse dans le jury, je le cite, « L'organe naturel publié en 1938, juste avant la Seconde Guerre mondiale. L'organe naturel de l'opinion ne peut être que le jury tiré de la masse des citoyens. On est donc conduit à poser ce principe que dans un pays libre, le jury constitue la juridiction naturelle de la presse. Et il observe, je le cite, « Tant que, à l'instar de l'Angleterre, la magistrature française ne jouira pas d'un statut qui la rende entièrement indépendante du pouvoir, son intervention en matière de presse doit être écartée résolument. Ces décisions, accueillies avec défiance, dépourvues d'autorité, entraîneraient pour les juges un discrédit inévitable qui rejaillirait sur le corps tout entier. » Voilà ce qu'on écrit en 1938. On voit qu'on est loin de ce que l'on pense aujourd'hui. Et donc, 1881, c'est le jury de presse, c'est la prescription de tous ces délits de provocation au crime, avec une prescription de 3 mois. Parce qu'on a justement voulu supprimer toute la législation napoléonienne qui prévoyait une prescription de 3 ans. Vont intervenir 2 lois, la loi de 1893 et la loi de 1894. Pourquoi est-ce qu'on a ces 2 lois? On a un contexte qui est assez similaire à celui qu'on connaît aujourd'hui. Il faut voir que la loi de 1893 intervient après l'attentat de Vaillant à la Chambre des députés, c'est-à-dire qu'on a un anarchiste qui pose une bombe à la Chambre des députés. On ne sait pas trop d'ailleurs si ça n'a pas été un peu manipulé par la police, mais il y a une bombe, il y a un attentat à la bombe à la Chambre des députés. Quand même quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on a juste après ça? On a l'assassinat du président de la République. Il faut voir que si on a cette loi de 1894 qui intervient, c'est parce qu'on a assassiné un anarchiste, a assassiné le président Sadi Carnot. Et donc, on va dire, il faut arrêter, il faut absolument que l'on lutte contre l'anarchie, et donc il ne faut plus qu'on ait cette liberté que l'on avait en 1881. Et on nous dit la chose suivante, voilà ce que dit le rapporteur des lois à la Chambre des députés en 1894. Les progrès effrayants de l'anarchie depuis quelques années, les attentats nombreux dont nous avons été les témoins attristés, l'audace croissante des individus qui, après une odieuse tentative contre la représentation nationale, ont plongé la France dans le deuil en assassinant celui qui incarnait à la fois la patrie et la République, ont dû ouvrir les yeux aux plus incrédules et leur faire nettement apparaître le danger. Nous sommes bien en face d'un véritable parti organisé, d'une secte ayant ses chefs et ses soldats, faisant une incessante et active propagande pour grossir ses rangs. Nous voyons se dresser devant nous une armée, l'armée du crime. Les mesures que nous commandent les circonstances sont de 2 ordres. Nous devons, d'une part, par des mesures préventives, atteindre la propagande, c'est-à-dire empêcher les anarchistes de recruter de nouveaux adhérents. Nous devons, d'autre part, par des mesures énergiques, pouvoir mettre hors d'état d'exécuter leurs funestes desseins, ceux qui sont déjà contaminés. Vous voyez que finalement les propos sont assez semblables à ceux qu'on a pu entendre dans la rhétorique politique récente. Voilà, et malgré tout cela, malgré cette invocation à finalement faire la guerre à l'armée du crime, eh bien, on va quand même, on va certes amender la loi de 1881, mais on va quand même garder la compétence du jury et on va quand même garder la prescription de 3 mois. Donc on voit bien que par rapport à une situation qui est beaucoup plus dramatique que celle que l'on peut connaître aujourd'hui, le législateur républicain de la Troisième République entend maintenir un certain nombre de principes fondamentaux. Certes, il va ouvrir l'incrimination de provocation, mais il va néanmoins permettre à
aux prévenus de bénéficier des dispositions particulières de la loi de 1980. Alors, ce matin, j'entendais qu'on nous disait, mais c'est pas pareil. Vous voyez, avant, sous la Troisième République, on avait des organes de presse. Aujourd'hui, on a des internautes et ils vont faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est les fameux cerveaux malades que l'on a dans les propos de Polydore, Fabreguette. À partir du moment où tout le monde peut le faire, c'est pas sérieux, c'est pas des professionnels, donc ils vont faire n'importe quoi. Il ne faut pas oublier quand même que la majeure partie des poursuites qui sont engagées sur le fondement de ces dispositions de la loi de 1994 sont des poursuites qui sont engagées pour des cris publics, pour des tracts qui sont diffusés. Et quand on diffuse des tracts, on est assez proche finalement de la problématique d'Internet. Il faut savoir qui est l'auteur du tract. Et ce n'est pas nécessairement marqué dessus. Voilà. Donc la problématique juridique demeure la même si la technologie a évolué. Et il faut voir que sur la base de cette loi de 1994, on poursuit des propos du type « vive l'anarchie »,« vive Ravachol »,« vive Vaillant ». Tout ça est considéré comme étant des délits d'apologie au sens de la loi de 1893. Donc, une volonté de restreindre la loi de 1881, mais qui trouve sa limite dans le fait que les règles du procès de presse continuent à s'appliquer pour les délits de presse, même si la loi de 1894 n'est pas incorporée dans la loi de 1881. Pour rappel, la loi de 1894 prévoyait la relégation, l'emprisonnement individuel pour un délit d'origine anarchiste afin, je cite, de soustraire la propagande anarchiste des préaux et des ateliers de prison. Vous voyez que la problématique, là encore, est assez semblable à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et puis l'interdiction de reproduire les débats judiciaires sous décision de la juridiction, ainsi que l'interdiction de reproduire les actes de procédure. Alors, aujourd'hui, que constate-t-on après ces lois scélérates? Eh bien, on constate finalement qu'il y a deux techniques pour vider la loi de 1881 de ses principes fondamentaux tels qu'ils ont été voulus par le législateur à l'époque. Il y a la technique de l'évidement et puis la technique de l'évitement. Alors, la technique de l'évidement. Ça va consister finalement à faire dépérir les principes de la loi de 1881. Comment? Première chose, en 1944. Mai 44, libération de la France, enfin ça commence en tout cas, mais en 1944, l'ordonnance de mai 44 décide de supprimer le jury. Plus de jury dans les procès de presse. Là, c'est une disparition majeure par rapport à ce que voulait le législateur de 1881. D'autre part, on va avoir également érosion du principe de prescription de 3 mois. On a vu que depuis 2004, on a pour les délits racistes une prescription d'1 an. Mais on voit également que depuis 2004, on a une volonté régulière du législateur de venir ouvrir cette prescription et de ne pas la limiter aux délits racistes. Je pense notamment aux débats qui ont eu lieu donc en 2011-2012 sur la suppression de la discrimination dans les délais de prescription où des associations de lutte contre l'homophobie disaient nous aussi on veut bénéficier de ce délai d'1 an. Donc, et à chaque fois, on invoque Internet comme mobile, en disant Internet, c'est rapide, donc il faut qu'il y ait une restriction plus longue. J'ai jamais très bien compris, d'ailleurs, pourquoi, parce que c'était plus rapide et que c'était diffusé partout, il fallait que ce soit plus long. Parce que quand on est en 1881 et que l'on a une diffamation à Narbonne, à mon avis, c'est plus difficile de savoir, si on habite à Paris, que l'on a été diffamé à Narbonne. Aujourd'hui, si on est diffamé sur le net, a priori avec des moteurs de recherche, surtout si on surveille le net, on arrive plus rapidement à engager des poursuites. Et puis, on va avoir également donc l'extension des provocations de la loi de 1881. Il faut se rappeler que les provocations avaient été exclues de la loi de 1881, tout du moins très limitées par le législateur de 1881. Elles ont été ouvertes en 1894. Et aujourd'hui, on continue à ouvrir ce délit de provocation. Et puis, ça, c'est la technique de l'évidement. La technique de l'évitement, c'est la possibilité de mettre le délit ailleurs que dans la loi de 1881. Et on voit bien qu'il y a une demande sur ce point. Le problème pratique, c'est qu'à partir de là, on va avoir un délai de prescription qui va passer à 3 ans. On va avoir les règles procédurales de l'article 50 et 53 qui ne s'appliqueront plus. Et donc, on va être beaucoup moins rigoureux dans la qualification juridique. Et on va avoir effectivement ces poursuites qui seront organisées dans le cadre de comparution immédiate.
Et cela, effectivement, pose question du point de vue de la qualité du jugement qui va être rendu. Alors, on a cité beaucoup la circulaire du garde des Sceaux publiée le 12 juin 2015 sur ce délit d'apologie de terrorisme en disant Christiane Taubira a demandé à ce qu'il y ait une répression ferme, et c'est à raison de cette circulaire qu'il y a eu des poursuites qui ont été menées un peu n'importe comment. D'ailleurs, le cabinet ministériel s'est excusé presque d'avoir fait cette circulaire. Je voudrais rendre justice au ministre et au garde des Sceaux, parce que quand on lit la circulaire, il y a quand même quelque chose qui a été complètement oublié. C'est le début de la circulaire. Le début de la circulaire, il nous dit quoi? Il nous dit la chose suivante, je cite la circulaire, donc du 12 janvier 2015. À l'heure où la France est frappée en plein cœur par le terrorisme et où les fondements même de la démocratie sont visés, le ministère public doit veiller à préserver les grands principes de la République et poursuivre son action de protection de la liberté d'expression indissociable de la démocratie. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclament les principes de liberté d'opinion et d'expression qui ne peuvent être limités que dans les cas déterminés par la loi. Donc, on a bien rappelé au procureur qu'il y avait un principe qui était l'article 10 de la Convention européenne. Donc, les déviances que l'on a pu constater suite aux poursuites engagées après les attentats de Charlie Hebdo, à raison des différentes infractions constatées. Il y en a eu 117, je ne vais pas vous les lister parce qu'il y a eu 117 arrestations, 77 ne concernant que l'infraction d'apologie de terrorisme, 44 ont été jugés, 22 en comparution immédiate, 12 peines de prison au total, et dont 7 fermes. Vous retrouverez dans l'article les différents propos qui étaient incriminés. Je terminerai uniquement sur le procès qui a été publié dans Légipresse, dans le jugement qui a été publié dans Légipresse, qui est le jugement du tribunal correctionnel, la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, du 18 mars 2015 concernant l'affaire Dieudonné, où les propos litigieux qui étaient retenus étaient les suivants. Voilà ce que dit Dieudonné Mbala sur le site. Après cette marche historique, que dis-je, légendaire, instant magique égal au Big Bang qui créa l'univers, ou dans une moindre mesure plus locale comparable au couronnement de Vercingétorix, je rentre enfin chez moi. Sachez que ce soir, je me sens Charlie Koulibaly. Il est interpellé à son domicile, placé en garde à vue. Il va être condamné à 2 mois de prison avec sursis pour apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication en ligne. Et le tribunal précise dans le jugement que c'est une peine d'avertissement. En clair, si vous recommencez, eh bien, les principes de la récidive viendront s'appliquer. Ça pose la question de savoir si on est vraiment dans l'apologie de terrorisme. Est-ce que ces propos-là sont véritablement, au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, un discours de haine et d'incitation à la violence? Il faut quand même rappeler que pour la Cour européenne, le seul discours politique qui est susceptible d'être incriminé, c'est ce discours et de donner lieu éventuellement à une peine de prison, c'est un discours de haine ou d'incitation à la violence. Sur ce propos-là, est-on sur un discours de haine ou d'incitation à la violence? La question se pose. D'autre part, autre question qui se pose au regard de ce jugement, c'est de savoir si cette peine de sursis qui est pensée comme une mesure d'avertissement correspond là encore au droit européen, puisque la Cour européenne est particulièrement réticente à ces mesures de sursis d'emprisonnement comme limite à la liberté d'expression. Et la Turquie, sur ce point, a beaucoup contribué à l'édification du droit européen. Ça pose la vraie question qui est de savoir que fait-on de cet arrêt Handyside qu'on nous répète depuis 1976 en disant que les idées doivent être accueillies avec faveur, même celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. À partir de quand on considère que ces idées-là ne sont plus susceptibles d'être entendues? Et la question fondamentale qui se pose, et c'est la question que se pose la doctrine américaine, c'est de savoir si ne pas vouloir entendre l'opinion, même si cette opinion heurte, c'est de savoir si ça n'empêche pas la dialectique de s'exprimer et si ce n'est pas interdire la mise à l'épreuve des idées choquantes et par là même leur possible rectification par l'opinion elle-même.
Et ça nous renvoie à cette idée de jury qui composait les juridictions de presse. En clair, interdire le dire, n'est-ce pas provoquer le faire, ou à tout du moins ne pas l'empêcher. Et sur ce point, je voudrais citer juste un propos en conclusion de Lee Bollinger, qui est président de l'Université Columbia, qui disait ceci dans un de ses ouvrages qui s'appelle The Tolerance Society. « Nous ne devons pas perdre de vue la noblesse véritable d'une société qui peut compter parmi ses forces une conscience de ses propres faiblesses. » Et je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements ont la République à la bouche car ils en avalent les principes fondamentaux. Sur ce point, rien n'est nouveau sous le soleil, puisque Adolphe Crémieux, qui lui-même avait été ministre de la Justice et qui donc savait de quoi il parlait, nous disait ceci à l'occasion d'un procès en 1849 qui était engagé contre le rédacteur en chef du Progrès du Pas-de-Calais pour excitation à la haine des citoyens les uns contre les autres, attaque contre les institutions républicaines et contre la Constitution, et apologie de faits qualifiés crimes et délits par la loi. Vous voyez que le palmarès était beau. Voilà ce que dit Adolphe Crémieux, et j'en terminerai sur ce point. Pendant ces longues suites d'années, bien des révolutions ont renversé le pouvoir. Et le pouvoir est resté le même. Il s'appela roi légitime, il s'appela roi constitutionnel, il s'appelle République, il n'a pas changé. La République s'abandonne aux passions de ceux qui l'ont toujours combattue. Cette guerre à la presse est une guerre détestable. Elle ne vaut rien pour le pouvoir qui poursuit, elle excite les passions, elle attire les regards sur les écrivains qui se défendent. Vainqueur, le gouvernement n'a rien gagné. Vaincu, sa défaite est un coup fatal. Merci.